Bienvenue dans les pastilles Summerlux. Chaque semaine, nous revenons sur un film qui sera diffusé le vendredi à 21h au Luxe et cette semaine, au Summerlux, on termine notre épopée onirique par un film qui est devenu l'icône d'une génération, une œuvre charnière qui marque le véritable passage au numérique, un choc cinématographique qui a redéfini notre rapport aux images, au récit, à la technologie elle-même, un film qui brasse tellement de thèmes que chaque vision devient une traversée philosophique, existentielle, politique. On parle bien sûr de Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski. Sorti en 1999, l'année de naissance de certains de vos chroniqueurs préférés, Matrix s'impose comme une claque visuelle et narrative, un film manifeste qui introduit magistralement le 21e siècle. Un film charnière qui, à la croisée de plusieurs arts et médias, entre l'ombre du cinéma d'action hongkongais, les fulgurances de l'animation japonaise, la littérature cyberpunk et les codes naissants du jeu vidéo. Les sœurs Wachowski, qui avaient déjà attiré le regard avec Bound, réalisent ici un saut spectaculaire dans le cinéma de science-fiction. Matrix, c'est d'abord un projet d'auteur porté à bout de bras, une vision totale, ultra référencée, où chaque plan transpire l'ambition. Bullet time, câblage, chorégraphie millimétrée, ralenti vertigineux, tout est là pour marquer durablement les esprits et c'est encore spectaculaire 25 ans plus tard. Mais au-delà de la technique, Matrix, c'est surtout un film qui questionne qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que le libre arbitre, sommes-nous esclaves des systèmes que nous avons créés et comment s'en extraire ? Derrière les lunettes noires et les combinaisons en latex, c'est tout un vertige philosophique qui s'ouvre, inspiré autant de Platon que de Baudrillard. Enfin, difficile de ne pas évoquer le lien étroit qu'entretient le film avec le jeu vidéo par sa construction, sa logique d'initiation, ses niveaux, ses boss, ses codes visuels. Il anticipe, voire façonne l'esthétique vidéoludique des années 2000, une boucle qui sera refermée quelques années plus tard avec Enter the Matrix, un jeu pensé comme une extension directe du film. Un film qui doit être découvert ou redécouvert sur grand écran. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais laisser Seb, Roman et Lenny vous emporter dans leur passion infinie pour ce film des sœurs Wachowski, un film évidemment qui est peut-être le plus culte dans les sagas qu'on va porter à bout de bras autour de cette table. Hein, Lenny ? Bah absolument, parce que mine de rien, comme tu l'as dit, Matrix, ça a quand même été une sacrée révolution. Ce n'est que le deuxième film de ces réalisatrices, et on est sur une claque pour tout le monde. C'est une espèce de mix d'énormément de références, mais qui est avant tout un film de blockbuster, un divertissement populaire, mine de rien, avec de la baston, des high kicks en pleine gueule, mais derrière on va quand même prendre le temps de philosopher. Et c'est ça qui est merveilleux avec ce film, c'est qu'il a tellement eu de points d'accroche, de générosité, qu'on se demanderait presque comment est-ce qu'on peut réussir à mettre autant de choses en si peu de temps dans un tel film. Bon, après évidemment les sœurs Wachowski ont eu besoin même de 2 autres films et même de produits dérivés, de BD si je ne m'abuse, de jeux vidéo pour étendre toute leur histoire, mais c'est vrai que dès cette sortie-là, ça a été un peu une très très grande empreinte dans le cinéma de cette époque-là, parce que derrière, tout le monde voulait avoir cette esthétique-là, voulait avoir le côté cuir moulant, voulait avoir chaque scène d'action devait être chorégraphiée, c'est-à-dire que les acteurs devaient véritablement prendre le temps de s'entraîner aux arts martiaux, hein. Tu pouvais pas juste tourner le dos et passer la main à ta doublure cascade, non. On allait essayer de se donner à fond, et c'est véritablement Matrix qui a donné ces codes-là. Et aujourd'hui encore, vous regardez ce film, c'en est presque frustrant, tellement on y voit cette envie, cette générosité et cet amour du cinéma, mais d'énormément d'autres médiums, de se dire que pas assez, à mon sens, de films ont repris ces codes-là, ou à minimum repris cet amour de ce truc-là, parce que vraiment, vous sortez de Matrix, c'est une bouffée d'air frais, mais c'est tellement généreux. Encore une fois, moi j'adore les high kicks qui derrière vous philosophez. C'est très bien résumé déjà, Seb. Ouais, non, sur l'action, c'est une révolution parce que en fait, les sœurs Wachowski, elles engagent Wen Yaoping pour chorégraphier les combats, et en fait, donc ils font venir ce chorégraphe réalisateur de Hong Kong, et en fait, elles acceptent globalement le fonctionnement hongkongais. C'est-à-dire que dans le cinéma d'action hongkongais des années 80-90, c'est les chorégraphes qui gèrent la réalisation des scènes d'action. Donc effectivement, il y a automatiquement une espèce d'harmonie entre ce qui est filmé et ce qui est demandé aux acteurs, ce que les acteurs peuvent faire. Alors après, il y a toutes les techniques qui sont amenées, notamment le fait de câbler de câbler les acteurs pour pouvoir faire les cascades, etc. Mais c'est surtout que effectivement la mise en scène, elle est pensée de façon organique avec la chorégraphie et la chorégraphie des combats.
Oui, Lenny. Mais c'est pas quelque chose, si je m'abuse, qu'on pouvait déjà retrouver dans certains films de Choi Ark, où justement il y avait ce côté chorégraphie, même dans ces versions, enfin dans ces films qui étaient produits et faits aux États-Unis. Ouais, alors dans les films aux États-Unis, je sais pas trop, mais effectivement, oui, le cinéma, voilà, tous les et d'ailleurs certains, des gens comme Jackie Chan, des gens comme Sammo Hung, donc qui sont des comédiens, chorégraphes, etc., sont aussi souvent crédités. Et Wan Yaoping a souvent été crédité d'ailleurs en tant que réalisateur ou co-réalisateur des films, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment intrinsèquement liés à la mise en scène des scènes de combat. Et Matrix aussi, il n'y a pas que évidemment cette révolution entre guillemets, il va aussi suivre quand même quelques clichés entre guillemets par rapport à sa production hollywoodienne. Roman ? Ouais, moi j'ai une fois dire les ardeurs de tout le monde ici. Avec Matrix, je voulais parler d'un phénomène que nous retrouvons dans beaucoup d'œuvres de fiction et qui nous montre que le patriarcat a encore de beaux jours devant lui. Ce phénomène s'appelle le syndrome Trinity. Ça a été théorisé par la critique Tasha Robinson en 2014. Ce syndrome, il nous montre que peu importe à quel point le personnage féminin est forte, intelligente, compétente, elle sera toujours mise de côté pour mettre en avant le protagoniste masculin, qui la plupart du temps est bien moins compétent qu'elle. Le principal exemple donc que la critique cite, c'est Matrix avec Trinity, qui est ultra badass. Elle fait des arts martiaux, c'est une hackeuse de génie et c'est vraiment une femme qui garde son sang-froid. Mais voilà, ce n'est pas elle l'héroïne du film. Celui qui nous intéresse, c'est Neo parce que c'est l'élu. Mais on doit lui apprendre ce qu'est la matrice, et il est bien moins compétent que Trinity. Mais voilà, cette dernière se retrouve au second plan et elle va être réduite à l'amoureuse de Neo. Ce qui rend le syndrome Trinity si marquant, c'est qu'il se répète partout. On donne aux personnages féminins des qualités incroyables, force, intelligence, courage, mais au bout du compte, elles sont reléguées au second plan. Elles ne sont pas là pour vivre leur propre histoire, mais pour aider l'homme élu à accomplir la sienne. On a donc ça dans Matrix avec Trinity, mais on retrouve ça dans beaucoup d'autres films. Par exemple, Edge of Tomorrow, Rita est l'élite militaire et pourtant c'est Tom Cruise qu'on suit, ou encore Harry Potter avec Hermione qui sauve littéralement tout le monde tout le temps, mais ça reste l'assistante du héros. Le syndrome Trinity, c'est ce rappel constant que dans la fiction, une femme doit être exceptionnelle pour exister, tandis qu'un homme peut être médiocre, tant qu'il est destiné à quelque chose. Bon, évidemment, ça suit quelques clichés Matrix, mais comme on l'a dit auparavant, c'est déjà révolutionnaire sur tellement de points, mais c'est intéressant de aussi perdurer et de montrer quand même que ce film a perduré certains clichés. Pour autant, comme on l'a expliqué, c'est aussi une révolution par rapport à ses références, Seb, puisque c'est aussi un film hollywoodien qui va mettre en avant la Japanimation, par exemple, intrinsèquement dans des prises de vue réelles. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire quand le film sort en 99, littéralement, elles ont fait bande quelques années avant, qui est un film qui est là, qui est un petit film noir sympa, mais qui est surtout un film là que les producteurs ont globalement commandé en disant vous faites un petit film pour montrer que vous pouvez tenir un film, et puis ensuite effectivement très vite leur vrai projet c'était Matrix. Elles ont un background de scénaristes et de scénaristes aussi de comics. Elles ont beaucoup participé à du comics dans les années qui précèdent, mais effectivement quand elles arrivent, donc le film débarque un petit peu de nulle part. Et c'est vrai que c'est une espèce de succession d'influences qui sont à l'époque pas si évidentes que ça dans la culture populaire. C'est-à-dire effectivement la Japanimation, alors Ghost in the Shell, qui est largement cité dans le film, mais aussi le cinéma conspirationniste, le thriller parano des années 70, le manga, le comics. Elles sont beaucoup fait aider par des artistes comme Jeff Darrow, comme Steve Cross, qui ont participé au production design. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils ont fait en bande dessinée derrière, quelque chose comme Hard Boiled ou Shaolin Cowboy de Jeff Darrow, c'est magnifique, et vraiment ils ont participé véritablement à la conception. Et puis effectivement le cinéma, on le disait, le cinéma d'action hongkongais. Donc c'est cette espèce d'amalgame, on va dire, de plein d'influences qui fait que ça paraît à l'époque extrêmement novateur. C'est en plus des influences qui sont plutôt secondaires à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas le même rapport parce que c'est des sous-genres ou des genres qu'on considère comme des genres populaires, mais que la geek culture, on va dire, a gagné. Et c'est effectivement devenu la culture de masse. À l'époque, c'est pas le cas. À l'époque, le comics, le jeu vidéo, parce qu'évidemment, il y a aussi des rapports aux jeux vidéo. Même le hacking, il y a un côté effectivement souterrain, underground.
qui se traduit aussi par la musique, l'utilisation effectivement de cette espèce d'électro, de groupes un peu punk comme Prodigy, mais aussi de références artistiques du côté par exemple de la littérature. Je pense évidemment à William Gibson, parce que le terme Matrix, ça vient en partie, enfin ça a déjà été utilisé plutôt par neuromanciens dans les faits, hein, c'est pas du tout le même type de matrice, et de mémoire le titre en fait il vient pas de là. En fait le titre vient du fait que le producteur Joel Silver avait le droit de ce titre là. Et en fait la raison pour laquelle il avait le droit, c'est qu'il avait produit quelques années avant un film avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelle Commando, dans lequel le personnage principal s'appelle John Matrix, et dans lequel ils avaient dit on va faire un 2, on va l'appeler Matrix, tout simplement. Donc ils avaient posé les droits, donc ils avaient ce titre-là qui traînait, donc ça tombait très très bien. Faut le rentabiliser. Ah bah c'était là autant pas le prendre, hein. Donc effectivement il y a vraiment une histoire, comme ça. Mais effectivement même un auteur comme Philippe Dick qui est aussi effectivement très cité quand on analyse entre guillemets Matrix, c'est à l'époque pas un auteur qui est si connu que ça, qui est connu des fans de science-fiction, qui est connu des fans de littérature un peu bis, mais il n'a pas la même renommée qu'on a aujourd'hui, voilà. Donc c'est vrai que cette espèce de mise en avant, elle fait que le film il paraît extrêmement novateur. Et là, quelques semaines plus tard, il y a le nouveau, parce qu'à l'époque le nouveau Star Wars qui sort, et c'est le contraste il est très étonnant, parce que donc évidemment ça faisait à l'époque 15 ans, 20 ans qu'il n'y avait pas eu de Star Wars, donc la menace fantôme pour pas la nommer, et évidemment la menace fantôme va cartonner, mais le film qui reste en tête, le film que les gens vont revoir, le film qui influence la décennie suivante d'un point de vue esthétique, c'est évidemment Matrix. Jusque dans les travers, hein. Tout le monde pendant des années va faire du bullet time. Tout le monde, voilà, on va pendant des années. Moi, j'étais déjà vivant à l'époque. Je n'ai pas de naître comme votre chroniqueur préféré, mais j'étais déjà depuis des années. Mais très sincèrement, ouais, du bullet time, il y en a eu beaucoup, on en a chié partout, mais voilà, et c'est effectivement un film qui en plus donne derrière une saga qui est extrêmement forte. Je vous invite ensuite, une fois que vous aurez vu Matrix, à aller voir donc le Reloaded, Révolution et Résurrection, même Résurrection, qui a été fait quelques années après. Mais c'est au-delà, c'est-à-dire que c'est aussi extrêmement novateur dans la façon d'aborder le transmédia. C'est-à-dire que c'est effectivement une série, on va dire une série de 3 films, donc avec un épisode 2 et 3 qui sont tournés conjointement, ce qui à l'époque se fait pas tant que ça. Mais c'est aussi des films d'animation qui sont réunis sous le titre Animatrix, c'est des comics, c'est du jeu vidéo, et tout ça est interconnecté. On tourne les cinématiques des jeux vidéo pendant le tournage du film. Tout est, on dirait aujourd'hui, tout est canon, et c'est effectivement quelque chose qui est à l'époque très très novateur, de se dire que effectivement pour aller voir la suite de l'histoire, il faut aller du côté du comics, ou pour creuser parce que c'est aussi un univers, c'est une des forces du premier Matrix, c'est aussi de laisser entrevoir un univers qui est extrêmement vaste, puisque finalement le monde réel, on le voit très très peu on le voit très peu en dehors du vaisseau spatial, du vaisseau d'ailleurs qui n'est pas spatial. Et c'est un film aussi qui tombe dans une période, donc on en parle, hein, justement, date de naissance de vos chroniqueurs préférés, mais c'est aussi une date importante puisqu'on commence à aller au prochain millénaire, donc c'est pareil, c'est un film qui va redéfinir le rêve, qui va redéfinir aussi l'imaginaire de beaucoup de générations, et des générations actuelles encore qui ont pu voir le film au cinéma à cette époque. Donc c'est aussi... Pour ça aussi, c'est peut-être même un climax, entre guillemets, par rapport au rêve, puisque là, on arrive à un imaginaire total de ce qu'il est possible de faire, plus que dans le cinéma en lui-même, dans le film en lui-même, puisque les technologies avancées aussi, par rapport aux années 2000, là-dessus, je vous apprends rien, hein, sur ces nouvelles technologies encore actuelles, qui nous offrent, encore une fois, de nouveaux songes. Et Matrix en est limite presque... entre guillemets, précurseur, mais c'est surtout celui qui arrive à en parler au plus grand public. Oui, Lenny ? C'est presque la révolution ou la vengeance des geeks, mine de rien, Matrix. C'est toutes ces références, tout ce qui était
un peu underground, un peu regardé de côté, un peu vu avec dédain. Ouais, le côté japanimation, le côté musique un peu forte, le côté... Littéralement, je crois que les premières minutes où on voit Neo, hein, il est sur son PC, il va revendre, je sais plus, une disquette ou quelque chose comme ça. Donc on est sur le côté, ouais, les nerds, ceux qu'on a laissés de côté, ceux que la société, mine de rien, n'a pas spécialement envie de voir. Et donc le fait que le film soit aussi cool, mais autant apprécié, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que quand même le film est bien, ça aurait totalement pu être un échec, un truc qui tombe à côté, qui est pas apprécié. Non, le film a véritablement eu ce succès colossal et cette espèce de révolution, je vais pas dire ce point de départ, parce qu'en réalité c'est peut-être pas forcément le véritable point de départ, mais il y a véritablement cette sensation de on arrive aux années 2000, la révolution, la bulle internet, tout ce moment-là arrive. Bon, on est quand même bien dans l'époque, hein, parce que bon, les écrans ont très grande taille, les téléphones ne seront pas tactiles, hein, je préfère prévenir, et oui, il y a le côté, même si ça devait déjà exister, le code vert qui défile, ça. Mais ça reste quand même assez marquant. Tu l'as dit avec toutes les références qui sont appuyées, hein, des plus basiques avec du Alice au Pays des Merveilles, suivre le lapin blanc, tout ça. Mais c'est le côté songe, on peut l'avoir également avec cet aspect de fausse réalité, mine de rien, qu'est la matrice. Donc c'est assez intéressant de l'avoir choisi, mine de rien, pour toute cette thématique-là, parce que tout le film n'est que cette recherche de fuir le rêve, de fuir cette espèce d'appréhension, mine de rien, qui parfois est un message qui nous a été un peu volé, malheureusement. Oui, Sam. Ouais, et puis au-delà de ça, en fait, le film n'est pas du tout simpliste dans ce rapport-là. C'est-à-dire que, et encore plus quand on regarde les suites, c'est qu'en fait la question de où est véritablement la matrice, qu'est-ce que c'est exactement, quel est le statut véritablement des personnages. Évidemment, on se rend compte que c'est extrêmement complexe. C'est effectivement, on va rentrer dans des trucs un peu philosophiques, mais autour de la simulation, autour de... voilà, en tout cas les sœurs Wachowski se réclament de ça, de Baudrillard notamment, très fortement. Et puis le fait qu'effectivement, il y a même plus basiquement truc sur le système et l'antisystème. C'est-à-dire que finalement, on va se demander si à un moment donné, même en gros, le système crée sa propre contestation. Et est-ce que finalement Neo c'est véritablement un anti-système, ou est-ce que c'est juste un moyen un switch supplémentaire de contrôle par le système? Donc ça, c'est évidemment extrêmement, à la fois extrêmement vertigineux et extrêmement intéressant, parce qu'en fait, les sœurs Wachowski, elles n'oublient jamais qu'on est dans un blockbuster, dans un film. Alors même si parfois, voilà, certains films sont, notamment le deuxième, on lui reproche d'être un petit peu bavard. Mais bon, quand on fait 20 minutes de scène d'action, on a le droit d'avoir 5 minutes derrière de discussion. Mais voilà, elles n'oublient jamais, et le film arrive à être... Le film arrive à être très malin. Le film arrive à piéger, entre guillemets, le spectateur. Et ce qui fait que d'ailleurs, les suites ne seront pas toujours très très bien accueillies, mais voilà, c'est une saga en tout cas une trilogie qui est vraiment très très intéressante, et c'est vraiment le début voilà, c'est le début vraiment Matrix, et c'est vraiment très triste parce que derrière les sœurs Wachowski, bon, il va y avoir l'échec de Speed Racer qui va un peu plomber leur carrière. Et c'est vrai que c'est parce que effectivement c'est aussi des réalisatrices qui vont mettre finalement en avant. On disait que c'était le début d'Internet, des ordinateurs, etc. Elles sont très dans l'air du temps. C'est aussi le début d'un cinéma très ouvertement numérique qui exploite et qui cherche à exploiter jusqu'aux limites effectivement ce type de cinéma-là. Et voilà, ça en fait, moi je trouve, parmi les cinéastes les plus intéressants de ces 25 dernières années, très clairement. Et effectivement, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'ils referont des films, mais la réponse est plutôt non, semble-t-il. Et c'est un film qu'on vous laisse découvrir, évidemment, ou redécouvrir au Summer Luxe ce vendredi à 21h, qui va clôturer malheureusement donc cette saga, on va dire, en elle-même pour le cinéma luxe autour du songe et des rêves. On était très heureux de vous proposer ces analyses. On vous retrouve bientôt certainement pour la nouvelle saison dont n'est pas filmée, et on vous dit à bientôt.